En 2030, l'ensemble des industries alimentaires, vos entreprises, utiliseront des matières premières d'origine animale ou végétale qui auront bénéficié d'un traitement de biocontrôle. Alors, certaines de vos entreprises de transformation déploieront des procédés dans lesquels le biocontrôle aura pour objectif de maîtriser les risques, notamment les risques sanitaires, en association avec, bien sûr, toutes les autres procédures d'hygiène déployées. Je vais montrer que, finalement, les stratégies de gestion des risques dans la chaîne de production des aliments, OK. Ces stratégies de gestion des risques dans la chaîne de production des aliments vont changer, que la demande sociétale forte de garantir la sécurité des aliments et environnementale de l'agriculture aux consommateurs est en train de se modifier et va modifier en profondeur les relations entre les différents acteurs de la chaîne de production. Alors d'abord, ceci nécessite finalement que je vous parle de ces mots: biopréservation, bioconservation et bioprotection. En fait, ces mots, ils englobent le même concept qui est celui de la lutte biologique. Ce sont des stratégies de biocontrôle. Le biocontrôle, en fait, est très utilisé dans le secteur de l'agronomie. C'est un anglicisme, on va dire, qui devrait être traduit en termes de biomaîtrise. Donc les stratégies de biocontrôle sont des stratégies de maîtrise. L'objectif est de limiter ou même de substituer les intrants chimiques, conservateurs, pesticides qui entrent dans la chaîne de production des aliments et qui sont susceptibles de se retrouver dans l'assiette du consommateur par des intrants biologiques qui ont moins d'impact négatif sur l'environnement et sur la santé. Donc le biocontrôle est une nécessité dans l'objectif où l'humanité doit relever le défi de nourrir 9,5 milliards d'êtres humains en 2050, ce qui va nécessiter une augmentation d'environ 60% de la production alimentaire mondiale. Donc les stratégies de biocontrôle sont des éléments indispensables à la transition agroécologique, dont les objectifs sont d'augmenter les performances économiques, tout en améliorant les performances environnementales et sociales, ce qui nécessite de repenser globalement, de manière intégrale, les systèmes techniques de l'agriculture. Alors on part en fait d'une situation où ce sont les intrants qui sont utilisés comme des leviers pour développer la production. Alors on commence à s'apercevoir que les intrants ont des impacts environnementaux, donc on essaye de les optimiser, vers une situation où ce seront les systèmes, les services écosystémiques qui vont activer justement ces processus écologiques pour en faire des facteurs de production, avec une vision soit de diminution des intrants, soit alors de substitution complète de ces intrants. Alors là, il y a quelque chose de très important pour pouvoir arriver à cet objectif, c'est la connaissance. C'est-à-dire ce n'est pas en formant les agriculteurs à la transition bio qu'on va arriver à substituer l'ensemble des intrants de la chaîne de production des aliments, notamment au niveau agricole. Ça nécessite d'investir beaucoup dans la connaissance. Ça, c'est très important. On a besoin de connaissances pour arriver à ces objectifs. Alors si on regarde de manière un peu globale maintenant la chaîne de production des aliments, je l'ai représentée de manière un peu schématique, donc les végétaux, les animaux, et ensuite on a la récolte, l'abattage, et ces produits rentrent dans l'usine pour être transformés.
On peut identifier différents intrants, donc les phytosanitaires et les engrais au niveau végétal, les médicaments, principalement les médicaments vétérinaires au niveau de la production animale. Et du côté de la transformation, on va trouver les désinfectants et les conservateurs. Alors, ces agents de biomaîtrise, ils ont différentes natures. Ça peut être des macro-organismes, des insectes, des nématodes, des médiateurs chimiques, notamment des phéromones qui sont très utilisés, des substances naturelles, soit d'origine végétale ou animale, et également des micro-organismes. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui en ce qui concerne les micro-organismes, c'est-à-dire utiliser des micro-organismes pour répondre à des problèmes de micro-organismes, ce qu'on appelle les agents microbiens de biocontrôle. Ce qui veut dire que ces micro-organismes, on va les introduire dans la chaîne de production par une action déterminée qui s'appelle la bioinoculation. Cette bioinoculation, elle peut se réaliser à différents stades de la chaîne de production, au niveau des végétaux, la production végétale, la production animale, au niveau de la récolte, du stockage, au niveau de l'abattage et du stockage des animaux, dans l'usine, sur les produits. Et également, ces micro-organismes peuvent également se retrouver dans les aliments qui vont être conservés et donc consommés par les consommateurs. Il y a plusieurs questions à se poser dans ce cadre. C'est lorsqu'on développe ce type de stratégie, on utilise des micro-organismes pour sécuriser une partie de la chaîne de production. D'abord, quelles sont les stratégies d'action? À quoi ça sert? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est sûr? Et est-ce que c'est acceptable? Les acceptabilités au niveau des consommateurs, des instances réglementaires et des industriels. Alors la bioinoculation, le principe des stratégies d'action de ces micro-organismes sont basés sur trois grands points, on va dire trois grands mécanismes d'action. D'abord avec une cible qui est l'hôte. Et à ce moment, les micro-organismes vont être utilisés pour induire, pour des résistances ou pour immuniser. Soit alors une cible d'action qui va être le microbiote associé à l'hôte, avec l'utilisation, cette fois-ci, une vision d'éliminer la réduction des pathogènes et de promouvoir le microbiote bénéfique, ou alors comme cible les pathogènes ou les altérants, ce qui est le cas dans les produits alimentaires par exemple, avec des mécanismes d'action reliés à l'antibiose, la lyse ou la compétition nutritionnelle. Alors ces micro-organismes, ils peuvent prendre différentes formes. On va trouver des micro-organismes qui vont être produits sous des souches pures ou des espèces ou des mélanges d'espèces, ou même on commence à voir apparaître des solutions qui font intervenir des microbiotes complets, c'est-à-dire des communautés microbielles définies comme des microbiotes bénéfiques. Alors, par exemple, les promoteurs de croissance au niveau de l'agriculture qui sont utilisés, les bactéries fixatrices d'azote chez les végétaux, pour vous donner quelques exemples. Chez les animaux, la vaccination, c'est une action de biocontrôle, et l'utilisation des probiotiques va être une action de biocontrôle. Ce sont des micro-organismes probiotiques qui sont susceptibles également de se retrouver dans l'assiette du consommateur. Dans les produits, les traitements des maladies, on va trouver des bactéries antifusarioses, des bioinsecticides comme le Bacillus thuringiensis, qui est le micro-organisme le plus dispersé à la surface de la Terre, il faut le savoir. Donc on déverse des tonnes de bacillus pour traiter des problématiques liées aux insectes dans l'environnement. Les animaux, alors on va les traiter par des probiotiques activateurs microbiennes ou avec d'autres types de molécules d'origine végétale pour réduire ou se substituer à l'utilisation des antibiotiques. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la production des aliments? Alors ce concept de biocontrôle au niveau de la production des aliments, ce n'est pas un concept nouveau dans la mesure où l'humanité a développé des stratégies de conservation des aliments, notamment au travers des produits fermentés, qui mettent en jeu des micro-organismes, notamment des bactéries lactiques, des staphylocoques. Donc le saucisson, souvenez-vous, le saucisson, c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est de la viande de porc crue qui se conserve plusieurs semaines. C'est également le cas dans l'industrie laitière, où l'humanité a développé toute une stratégie pour finalement conserver les propriétés nutritionnelles du lait. La meilleure façon de biopréserver du lait n'était pas de faire du fromage, et en plus c'est bon, enfin pour ceux qui aiment le fromage. Au début des années 70 est apparue, c'est la première publication par Reddy que j'ai trouvée qui décrit une stratégie de biopréservation utilisant des micro-organismes pour à des fins de conservation d'un produit qui n'est pas un produit fermenté, c'est-à-dire travailler sur du bœuf. Donc c'est développé à partir de ces années des stratégies pour biopréserver les produits réfrigérés non fermentés, avec beaucoup
de travaux sur les produits de la mer, qui ont été l'objet d'un très grand nombre de travaux, les filets de poisson, les crevettes, le saumon fumé, et également des travaux sur les produits carnés tranchés, avec une vision de développer des cultures protectrices qui auraient pour objectif d'améliorer la conservation, avec deux grandes stratégies en fait. Deux grandes stratégies, deux grands objectifs. Premièrement, première stratégie, maîtriser le risque sanitaire, c'est-à-dire éviter, réduire la prolifération de micro-organismes pathogènes qui pouvaient se trouver dans ce type d'aliments. Donc la cible majoritaire a été Listeria monocytogenes. Il y a beaucoup de cultures protectrices qui ont été développées anti-listeria, qui ont été développées. Il y a aussi d'autres micro-organismes qui ont été des cibles, hein, Escherichia coli, Staphylocoque et salmonelle en particulier. Donc là, on est dans une stratégie d'assurance. Hein, c'est la ceinture de sécurité. On développe une stratégie de bioinoculation, on bioinocule un aliment, et dans le cas où il y aurait une contamination par un produit, par une flore pathogène, on a mis en place une stratégie qui fait que ce micro-organisme sa culture va être réduite ou limitée au cours de la conservation. Alors, la deuxième stratégie, alors vous aurez au cours du programme une conférence par Marie-France Pilet sur la biopréservation du saumon fumé, hein, qui est particulièrement ciblée sur l'Listeria, mais aussi sur les flores altérantes. Alors, la deuxième stratégie, c'est prolonger la durée de vie microbiologique. Alors là, on est dans un autre contexte, c'est-à-dire que la bioinoculation est utilisée pour limiter l'altération, essayer d'avoir une durée de vie plus longue, ou avoir une qualité du produit qui, à la DLC, est optimale. Les industriels sont intéressés. Bon, la DLC, je ne suis pas sûr que quelquefois, ça dépend des cas, mais en tout cas, avoir un produit qui se conserve mieux et qui conserve ses qualités au cours de la conservation, ça a un intérêt. Et pour ça, il faut connaître les flores d'altération. Alors, ce n'est pas évident, hein, parce que l'altération est un sujet d'étude qui est assez complexe. Ce n'est pas comme les bactéries pathogènes. Les bactéries pathogènes, on les connaît, on sait parfaitement les identifier. Les bactéries altérantes, c'est autre chose. Hein, elles dépendent de la matrice. Des bactéries qui sont altérantes sur un produit ne le sont pas sur un autre. Et donc, ça nécessite beaucoup de connaissances. Donc, 2 conférences sur l'altération, hein, par Marie-Hélène Desmond et puis Monique Zagorette et Marie Champommier, qui vont vous parler d'altération. Quelle est l'origine de ces mécanismes d'antibiose? Les bactéries lactiques ont été très utilisées. Elles ont été très utilisées, très étudiées, et elles ont des propriétés d'antibiose qui sont reliées à leur capacité à produire des acides organiques, notamment l'acide lactique et l'acide acétique, donc de réduire le pH, de produire de l'H2O2, de produire du diacétyl, et également de produire des peptides antimicrobiens qu'on appelle les bactériocines. Et cette propriété qu'ont les bactéries lactiques de produire des peptides antimicrobiens a fait l'objet d'un très très grand développement scientifique qui a porté sur la connaissance des peptides antimicrobiens dans ces 20 dernières années, on va dire. Beaucoup de bactériocines ont été caractérisées, identifiées, mais il se trouve qu'en Europe, on ne peut utiliser qu'une seule bactériocine, qui est la nysine, le E234, en tant qu'additif cette fois-ci. Donc les bactériocines, ce sont des molécules qui vont être produites par les bactéries in situ dans le produit alimentaire et qui vont avoir comme propriété de perméabiliser la paroi, qui ont des spectres d'activité qui sont très spécifiques. Donc ce sont des molécules antibiotiques entre guillemets, mais avec un spectre très réduit, et qui vont permettre de cibler, par exemple, Listeria monocytogenes dans un microbiote. Alors, quelles sont ces flores qui ont été développées, ces cultures protectrices? Alors, d'abord les cibles. Du côté des produits de la mer, bon, les cibles, on les connaît, hein, en niveau pathogène, c'est Listeria monocytogenes principalement. Les flores d'altération qui ont été particulièrement identifiées, c'est Brocotrix et Shewanella. Et vous avez des cultures protectrices qui sont développées, il y en a même qui sont commercialisées, des leuconostocs, des lactocoques, des carnobacterium, des lactobacilles, et des Phagococcus aussi qui peuvent être utilisés dans ce domaine. Donc je renvoie à la conférence de Marie-France tout à l'heure sur ces produits. Dans les produits carnés, les cibles sont un petit peu différentes en termes de pathogènes. On va retrouver Listeria bien sûr, mais aussi Salmonelle, Escherichia coli, Staphylocoque,
des Clostridium et des Bacillus psychotrophes qui posent quelques petits problèmes parce qu'ils sont sporulés. Et donc, la présence de spores dans les produits, notamment les produits carnés, est une problématique à traiter. Hein. Donc, c'est un des objets du programme Black HP. Et ne pas oublier que toutes ces solutions de bio-inoculation ne peuvent pas s'entendre en termes d'efficacité si à côté on ne développe pas d'autres stratégies, notamment la technologie des barrières, en modifiant le pH, l'activité de l'eau, la température, en emballant sous gaz, etc. Donc la biopréservation en tant que telle n'est pas une solution unique, ce n'est pas le miracle. Hein. Si vous avez déjà un produit qui a une charge microbienne qui est très importante, eh bien la biopréservation ne va pas vous permettre d'améliorer. Il faut quand même garantir au départ un produit de bonne qualité. On peut biopréserver un produit de bonne qualité, on aura des bons résultats à condition que les charges microbiennes initiales soient maîtrisées, en tout cas. Alors, pour résumer, les cibles et les stratégies. Pour les pathogènes, le mécanisme, c'est de l'antibiose, avec éventuellement la production de bactériocines, donc une cible, une action spécifique. Et ce qu'il faut connaître, en fait, c'est les mécanismes d'action, d'interaction entre ces micro-organismes et le microbiote du produit, et notamment ici les pathogènes, puisque c'est ça dont on parle. Et du côté des altérants, on a plutôt une approche, disons, un mécanisme d'action qui sont de l'ordre de l'antibiose, on va dire, et aussi du management écologique. On introduit des micro-organismes et on va essayer de réduire la prolifération d'un ensemble de micro-organismes présents dans le produit. Et là, les connaissances qu'il faut développer, c'est sur les communautés microbiennes. On ne pourra pas difficilement avancer et comprendre si on n'arrive pas à capturer les informations sur les communautés microbiennes présentes dans ces produits au cours de l'altération. Alors, ce que je veux attirer votre attention, en fait, c'est certes cette vision qu'à mon sens, on doit avoir maintenant, c'est cette vision écosystémique de la chaîne de production d'un aliment. On peut raisonner en process, mais on peut aussi raisonner en microbes. Si on regarde les microbiotes, on voit que les différents microbiotes se communiquent en fait. C'est une chaîne communicante de microbiotes. Le microbiote de l'alimentation animale est impacté par le microbiote de l'environnement. L'alimentation va impacter le microbiote intestinal de l'animal, qui peut être transféré à la denrée alimentaire, qui peut être impacté par le microbiote de l'environnement. Tout ceci pouvant interagir avec le microbiote intestinal, puisque l'ensemble des actions de biocontrôle qui vont être développées à ces différents niveaux de la chaîne de production des aliments sont susceptibles, bien sûr, de se retrouver ensuite consommés par le consommateur et interagir et influencer le microbiote intestinal. Donc là, vous avez des objets d'étude qui sont actuellement en développement pour la compréhension des interactions et des transferts entre ces différents microbiotes. L'objectif étant bien sûr de réduire le risque de transfert et d'exclure éventuellement le danger dans les réservoirs de contamination. Alors, lorsqu'on développe une culture de protectrice, on a affaire à une stratégie. Il faut développer des stratégies. D'abord, il faut isoler, il faut sélectionner les souches qui vont être capables d'aller avoir un effet négatif sur les cibles. Et donc, c'est quand même beaucoup de travail en général. Donc, vous allez avoir à 11h15 une intervention d'Hélène Simolin sur les stratégies d'isolement, de sélection et de caractérisation des flores protectrices qui ont été utilisées dans le programme Black HP, qui ont des caractéristiques un peu particulières. Et aussi, il faut vraiment regarder quel est l'impact sur la qualité du produit. Alors ça, c'est très important, il faut y aller assez rapidement. Si on passe beaucoup de temps à sélectionner des micro-organismes qui ont des activités antimicrobiennes, et puis qu'au bout du compte, la flore va modifier les qualités du produit, on aura perdu beaucoup de temps. Donc c'est très très important d'aller assez rapidement à la qualité du produit, sachant que les flores de bioprotection dans les produits frais, les produits prêts à consommer, on va leur demander exactement le contraire de ce qu'on demande à une bactérie lactique dans un fromage. On va leur demander de ne pas acidifier, de ne pas produire d'arôme, de pousser quand même, parce qu'il faut quand même, et puis d'avoir une activité antimicrobienne. Donc on est dans un autre monde de la sélection de micro-organismes pour ce type de propriété. Alors, comment intégrer un process de bio-inoculation dans un procédé?
Alors là, je vous ai donné, j'ai essayé de faire simple, hein. Vous avez deux types de denrées. Les denrées qui sont traitées au départ, donc on peut, par exemple, un traitement ménager, de traitement thermique, hein, CCP au sens de la CCP, une cuisson par exemple, et puis d'autres types de produits, hein, ici, qui sont des produits qui ne sont pas traités. Alors ici, vous avez un produit qui subit un traitement de décontamination, et ensuite, il est bio-inoculé. Alors ici, par exemple, c'est les crevettes. Les crevettes décortiquées cuites, on les cuit, on les bio-inocule, on les emballe, et le microbiote qu'on va récupérer dans le produit, c'est une image, en fait, de la contamination environnementale qui s'est produite au moment du process. On a à voir très peu de développement qui proviennent de la flore du produit, puisque le produit a été cuit au départ. Dans le cas du saumon fumé, par exemple, ici, un produit qui n'a pas de CCP, donc qui n'est pas cuit, eh bien, l'ensemble du process, les contaminations au cours du process, vont générer un produit qui va contenir un microbiote dont on va trouver des représentants provenant de la denrée, donc du produit, et de l'environnement. Si on intègre maintenant un processus de traitement à la fin, c'est ce qu'on peut faire, on se dit, ben voilà, pour éliminer ces contaminations environnementales, on va utiliser un traitement final, tout en restant dans un contexte de type produit frais. On va essayer. Alors on peut, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est dans l'emballage, l'idée c'est de traiter, d'avoir un traitement qui peut se faire éventuellement dans l'emballage. C'est le cas de certains types de pasteurisation, notamment des hautes pressions. Et ça a été, à mon avis, la très grande originalité du programme Black HP, c'est-à-dire de conjuguer un traitement doux de destruction de microbes, de micro-organismes, avec une finalité sur les sporulés, et de conjuguer la bio-inoculation. Ici, on va introduire des micro-organismes qui doivent agir ici. Et donc, ces micro-organismes qu'on a bio-inoculés doivent traverser l'ensemble des process. Donc, c'est un challenge technique, qui est super intéressant. Et donc, pour ça, eh bien, Jean-Marie va vous faire tout à l'heure une présentation du programme Black HP. Et puis, il y a quand même des questions qui se posent. Deux grandes questions qui sont traitées. Premièrement, qu'est-ce que, en introduisant des opérations de ce type-là, notamment la bio-inoculation, voilà, les micro-organismes, s'ils sont bio-inoculés, ils sont produits ailleurs, dans des usines. Ça coûte de l'énergie, il y a des impacts environnementaux. Quel est en fait l'impact environnemental de la mise en place de ce type de stratégie dans un process? Donc ça, c'est une question d'intérêt, ce que Vanessa Jury va traiter tout à l'heure. Et également, quel est l'impact des micro-organismes qu'on a inoculés volontairement dans le process? Quel va être l'impact, en fait, sur le devenir du microbiote? Qu'est-ce qui va se passer ici en termes de microbiote, hein, à l'issue de ce type de traitement? J'ai beaucoup de questions, mais je n'ai pas beaucoup de réponses. Mais vous les aurez plus tard. Alors, quelle est l'acceptabilité? Maintenant, on va passer à l'acceptabilité. C'est très, très important, l'acceptabilité. D'abord, l'acceptabilité industrielle. Comment est-ce que cette technologie de biopréservation peut perfuser dans l'industrie? Quels sont les verrous? Alors, eh bien, vous aurez une présentation, justement, juste à la fin. Là, il y aura le suspense est maintenu jusqu'au bout, par Carole Ferrer, qui va nous présenter les différentes applications. Il y en a, probablement, dans l'industrie. Mais je pense que le premier point, quand on s'adresse à un industriel et qu'on lui dit, eh bien, on a des solutions, on peut essayer de travailler avec vous avec des solutions de biopréservation. Le paradigme qui est quand même très présent dans l'industrie agroalimentaire, c'est sécurité égale stérilité. Et nous, on vient leur dire, eh bien, écoutez, on va ensemencer votre produit alimentaire et vous allez avoir 10 puissance 7 bactéries par gramme, mais c'est sûr. Donc là, il y a quand même, culturellement, il y a des barrières, il faut bien le dire, mais c'est un choc culturel, en fait, qui est à prendre en compte. La biopréservation va un peu à l'encontre de cette vision de la sécurité égale la stérilité. Alors le monde des produits fermentés, il n'y a aucun problème. En biopréservation produits fermentés, les industriels sont bien au fait de ce type de problématiques et de stratégies. Donc ça, c'est la première, à mon avis, la première confrontation d'intérêt. En fait, il faut être convaincant pour pouvoir
La deuxième acceptabilité, c'est l'acceptabilité réglementaire, qui peut être considérée comme étant également un verrou, c'est-à-dire les cultures productives, est-ce que ce sont des ingrédients ou est-ce que ce sont des additifs? Donc à 14h15, Véronique Zoliani va vous faire un point sur le statut réglementaire des cultures protectrices. C'est très important lorsque on veut développer la biopréservation dans un contexte industriel. L'autre point qui est important, c'est la sécurité et l'innocuité. Il faut démontrer que les micro-organismes qui vont être bio-inoculés dans l'aliment et qui vont donc se retrouver dans l'assiette du consommateur, dans un état viable, sont sûrs. Alors, il faut connaître bien sûr la souche. Il y a des recommandations qui ont été faites par l'ANSES, qui ont été faites par également le réseau mixte technologique sur le FLORPRO, dont on va parler tout à l'heure. Et donc il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de production de toxines, qu'il n'y a pas de métabolites produits comme des amines biogènes, qu'il n'y a pas de gènes de résistance transmissibles. Et donc une des techniques utilisées actuellement pour répondre à ces questions, c'est le séquençage complet des souches qui sont utilisées en biopréservation. Alors après, l'acceptabilité du consommateur. Alors il y a des mots, biocontrôle, bioprotection, biopréservation. Bioprotection par exemple, vous, bioprotection, qu'est-ce que vous mettez comme image derrière? Comment est-ce que ce mot peut être perçu par le consommateur? Est-ce que c'est cette image-là? Ou est-ce que c'est celle-là? Donc c'est important de bien percevoir, appréhender comment est-ce qu'un consommateur peut accepter ces technologies nouvelles de biopréservation. C'est un travail qui a été fait en partie par les collègues de Métarisque en 2012 dans le cadre du RMT. Donc Swat va vous présenter tout à l'heure à 14h ce qu'est le RMT FLORPRO. Et donc dans ce contexte, ces collègues ont mis en évidence d'abord l'appellation. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur l'étiquette? Alors si on écrit ferment, ça connote fromage. Si on écrit flore, c'est plutôt intestinal. Si on met culture, c'est plutôt le laboratoire. Conservation, comme j'espère que vous en êtes convaincus, c'est mieux que protection. Et le terme qui a été, retenu, flore naturelle de conservation, est très apprécié. Bon, attention, parce que naturel, c'est un terme réglementé. Enfin, disons flore de conservation. Alors, lorsqu'on parle de ces problématiques aux consommateurs, et que leur dit, on va diminuer le risque sanitaire. Sur ça, diminuer le risque sanitaire, c'est déjà dire qu'il y en a un, alors que l'attente du consommateur, c'est le risque zéro. En tout cas, l'argument fort, c'est la réduction du gaspillage. C'est-à-dire en augmentant, en biopréservant des produits, on peut améliorer la qualité, prolonger la DLC et diminuer le gaspillage. C'est quelque chose qui parle aux consommateurs. Alors je voudrais remercier l'ensemble des collègues avec qui j'ai eu le plaisir de travailler au cours de ces 15 dernières années, de l'Ifremer, d'Oniris, de Lactalia, Aerial, le RMT, la DIV, l'IFI, l'INRA, AgroSup. Merci à tous et à bientôt peut-être à Nantes au prochain congrès de l'IFP qui aura lieu en avril. Merci beaucoup pour votre attention.